Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live. Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être ici. Est-ce que déjà, donc aujourd'hui, on va parler du burn-out, comment s'en prémunir grâce à la naturopathie ou comment remonter la pente quand on a dû faire face à un burn-out. Je suis Sophie Pillan et je suis naturopathe. Je suis vraiment ravie d'être ici. Alors, pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Moi, je vous vois me parler dans le chat. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvaine, Florence, Jojo, vivre ensemble. Chouette programme. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonsoir Isabelle, deux Isabelle. Bon, tout a l'air OK, on va pouvoir commencer sur ce vaste sujet. On a quand même beaucoup de choses à aborder ce soir sur le burn-out. Alors, déjà, comme vous l'avez vu, je peux vous voir dans le chat. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'aime que mes lives soient interactifs, surtout en ce qui concerne le burn-out. On a tous et toutes des expériences différentes vis-à-vis de l'épuisement professionnel, du burn-out. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience et à poser vos questions. Je ferai des pauses régulièrement dans le live pour regarder les questions. Il se peut que je passe à côté de certaines, mais je ferai de mon mieux, je vous le garantis. Donc juste avant de commencer, 2-3 règles de base avant de commencer ce live, qui a vraiment pour but d'être plutôt informatif, c'est-à-dire de vous permettre d'aborder le sujet, de prendre connaissance du sujet à l'aune de la naturopathie, d'en comprendre un peu plus, mais il y a forcément certains sujets qu'on ne va pas pouvoir approfondir. N'hésitez pas, surtout si vous êtes concerné, à vous renseigner plus en détail ou à faire appel à un thérapeute en médecine douce compétent dans le domaine. On va en parler de toute façon plus en détail des thérapies en plus de la naturopathie qui peuvent vous aider si vous faites face à un burn-out ou si vous voulez vous en prémunir. Je n'ai aucune aussi vocation à vous donner des traitements, que ce soit médicaux déjà, mais même des conseils en naturopathie personnalisés. Ce live n'a pas pour vocation à forcément être une consultation, une ou plusieurs consultations personnalisées, détaillées. Ce n'est pas le lieu, donc évitez s'il vous plaît les questions très personnelles. Je n'y répondrai pas de toute façon, mais optez plutôt pour des questions qui peuvent servir aussi l'ensemble du groupe et des téléspectateurs de ce soir. Alors, on va pouvoir continuer. Donc déjà, moi j'aime bien apprendre à vous connaître. Vous êtes actuellement 155 sur le live. Vous avez sûrement chacun une histoire différente. Ce n'est pas possible de me la raconter ce soir, mais je vais pouvoir quand même avoir une idée de qui vous êtes grâce à un petit jeu. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes thérapeute et que vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet du burn-out? Est-ce que vous êtes en cours de formation en naturopathie ou que vous réfléchissez sérieusement à vous former en naturopathie? Est-ce que vous êtes concerné par le burn-out? Vous êtes en plein dedans, vous en avez déjà fait un, vous avez peur d'être au bord du burn-out? Ou est-ce que vous êtes juste curieux, vous avez un proche qui est peut-être concerné? N'hésitez pas à répondre. Alors je vois des thérapeutes, je vois des personnes en cours de formation, des personnes concernées. Un peu de tout, beaucoup de personnes en formation, bravo. Bravo pour cette démarche. Beaucoup de personnes concernées. J'espère que vous y trouverez de quoi de vous sentir mieux et de vous sentir moins seul surtout. Ok, Sylvaine aussi, Eva aussi sont en formation de naturopathie. Pamela, ex-burnoutée, Nathalie, ça arrive à tout le monde. Enfin, beaucoup de monde en tout cas, on va voir. Ok, beaucoup de personnes en formation et aussi beaucoup de personnes concernées par le burn-out. Désolée, je vous re-regarde, parce que le live est ici. Ok. Et sinon, du coup, juste une deuxième petite question. Pour vous, le burn-out, ça représente un mauvais souvenir. Vous en avez déjà fait l'expérience d'un ou même de plusieurs et vous n'avez pas du tout envie de retenter l'expérience. On peut vous comprendre. Une peur. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas loin et que vous n'allez pas y échapper. Un quotidien, vous êtes en plein dedans et vous aimeriez bien vous en sortir. Ou une préoccupation pour un de vos proches ou pour vous.
Alors, n'hésitez pas à réagir. Alors, une peur pour certains, une préoccupation, un quotidien, oui, j'imagine pour les personnes qui sont concernées en ce moment par le burn-out. Ok, une préoccupation, un mauvais souvenir, c'est bien, ça veut dire que c'est derrière vous. Un mauvais souvenir, très bien. Ok, encore un peu de tout. Un peu de tout. Nathalie nous dit mauvais souvenir mais belle issue. Eh oui, on va en parler, c'est souvent ce que nous offre le burn-out, mais avant il faut passer par pas mal d'étapes pour s'en sortir. Mauvaise expérience pour Anne-Aurélie aussi. Fatigue qui s'éternise. Oui, tout à fait. Tout ça, ça me parle. Du mal à s'en sortir pour Gilda. Bon. Un cadeau mal emballé. J'aime bien l'expression, Frédéric, en effet. Bon, on va pouvoir avancer maintenant que je sais un peu plus qui vous êtes. Et je sais qui vous êtes, mais vous ne savez pas qui je suis, à part que je suis Sophie Pillant, naturopathe. Un peu plus de détails sur moi. Du coup, je suis naturopathe et praticienne en massage. Moi, je pratique en visio, sinon à Vannes, dans la merveilleuse région de la Bretagne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des déséquilibres hormonaux de manière générale, et on va voir que le burn-out en engendre pas mal, peut en engendrer pas mal en tout cas. Mon parcours professionnel en tant que naturopathe, j'ai été formée à ISUPNAT, puis ensuite j'ai fait des formations complémentaires en massage et en phytologie, qui sont mes spécialités métiers, on va dire. Et en termes de thématiques, voilà, mon parcours personnel est un peu en résonance avec mes spécialisations, c'est-à-dire que je suis passée moi-même par un burn-out, on va dire, à la fois personnel et professionnel, tout a lâché en même temps entre 2018 et 2019. Ça m'a engendré aussi des problèmes de la thyroïde. Et tout ça, je pense, est lié aussi au fait que je sois hypersensible. Donc voilà, le burn-out, derrière le burn-out, il y a une personne sensible, c'est sûr, une personne avec un caractère propre, peut-être des prédispositions, on va le voir, mais rien n'est fatal, ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'est juste pour que vous en sachiez un petit peu plus sur mon parcours. Voilà un petit aperçu du sommaire du live de ce soir. On va bien sûr on va parler de quelques chiffres parce que c'est important de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. On va parler d'un rappel physiologique pour savoir ce que c'est le burn-out, parce que ce n'est pas que mental, loin de là. Ensuite, on va parler du burn-out, pardon, je pense que je vais écorcher souvent le mot aujourd'hui, vous m'en excuserez. Comment s'en prémunir grâce à la naturopathie, si on a été ou si on pense être une personnalité à risque. Il y a des choses qu'on peut facilement mettre en place dans son hygiène de vie grâce à la naturopathie. On peut aussi, grâce à la naturopathie, détecter les premiers signes qui potentiellement pourraient nous mener au burn-out et enrayer la machine, si je puis dire. Et puis, bien sûr, on peut aussi, avec la naturopathie, en complément si on est vraiment concerné par le burn-out, en complément d'un suivi médical allopathique, vraiment aider une personne à rebondir pour en finir avec le burn-out. Donc voilà pour le programme de ce soir. Je regarde s'il y a déjà des questions. Oui, Corinne, il y aura un replay. Oui, Corinne et Frédéric, il y aura un replay à ce live. Des personnes qui, après, qui ça parle, la thyroïde. Oh oui, ça parle à beaucoup de monde. Alors, une petite introduction rapide. Donc, alors, je change juste d'écran. Hop. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le burn-out concerne de plus en plus de personnes. On peut même dire que c'est un peu le mal du siècle, le mal de notre société. De plus en plus de personnes sont touchées. En 2021, c'est 2,55 millions de salariés. On parle juste du coup du burn-out professionnel. On va voir qu'il y en a d'autres ensuite, ont été touchés par le burn-out en France. Et c'est vraiment un chiffre qui a explosé avec la crise sanitaire et notamment avec les confinements où vraiment la frontière entre le professionnel et personnel a elle-même explosé. Le nombre de burn-out, rien qu'entre mai et octobre 2021, donc c'est des chiffres qui sont récents, a augmenté de 25%. Actuellement, plus de 3 Français sur 10 seraient concernés par une détresse psychologique liée au travail.
Cette augmentation concerne aussi beaucoup, en tout cas de manière accrue, les femmes et les managers. Mais voilà, on a parlé des chiffres, ils font un peu peur, mais rien n'est perdu. Au contraire, on a les ressources pour lutter contre ces chiffres et enrayer la machine. Alors, un petit rappel physiologique. Oui, Marie, pardon, on a prévu un replay. Alors, rappel physiologique. Qu'est-ce que le burn-out? En gros, c'est quand il n'y a plus d'essence dans la machine. Quand vous êtes en panne d'essence, vous avez utilisé toutes vos réserves. Et on va voir ce que sont les réserves en ce qui concerne le corps humain. Et que vous ne pouvez tout simplement plus avancer. Et c'est littéralement le cas. Des personnes qui sont en burn-out ne peuvent vraiment témoigner de ne plus pouvoir se lever de leur lit le matin. Donc pour une petite définition officielle du burn-out. Donc le burn-out est le syndrome d'épuisement professionnel qui se traduit par un épuisement physique, émotionnel, mental et qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Ça, c'est la définition officielle de la Haute Autorité de Santé, issue des travaux du docteur Christina Maslach, dont on va parler un peu plus tard. Il faut savoir que le burn-out a été reconnu par la Sécurité sociale que depuis très récemment, 2018 ou 2019 il me semble, et que pour l'instant n'est reconnu que le burn-out professionnel. Mais en fait, il y a plein d'autres types de burn-out et on en distingue 7 formes différentes à ce jour. On parle aussi de burn-out maternel, de burn-out parental, de burn-out personnel, de burn-out de l'aidant, personnes qui aident des personnes, des proches malades, que je peux avoir aussi, que je peux accompagner moi aussi en cabinet. Donc il y a vraiment énormément de formes de burn-out. L'idée principale, c'est un stress chronique qui vraiment a épuisé toutes vos réserves. Un stress chronique, c'est-à-dire, et on va le voir juste après, prolongé, sans période de pause, sans possibilité au corps de se reposer, de se régénérer. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'essence dans la machine, c'est pas la peine d'insister, c'est impossible de se lever le matin. Et les personnes peut-être qui dans le chat qui ont été victimes de burn-out peuvent peut-être témoigner que c'est plus possible d'avancer. Le matin, le soir, enfin en tout cas, à un moment, la machine dit stop. Et là, on n'a plus le choix que d'écouter le corps. Donc voilà, ça s'explique par le syndrome général d'adaptation. Il faut savoir qu'à la base, et vous n'êtes pas sans savoir, le stress, c'est un phénomène qui est normal et qui est conçu par le fabuleux corps humain pour nous sauver la vie finalement, parce que c'est la capacité du corps à réagir très vite, à mobiliser les ressources très rapidement pour pouvoir prendre ses jambes à son cou si un lion débarque dans la grotte quand on était homme préhistorique. Peut-être que maintenant, le lion, c'est le manager qui débarque dans le bureau, mais en tout cas, c'est les mêmes phénomènes physiologiques. D'un seul coup, on a du coup une phase d'alarme, une émotion, un stress intense. On le sent, on a des palpitations, on a chaud, on transpire, on tremble. Vraiment un stress plus ou moins gros qui va engendrer dans l'organisme des réactions plus ou moins importantes. Et qui va permettre du coup au corps de mobiliser ses ressources pour fuir ou se défendre. Donc c'est un phénomène normal. On reste dans le phénomène normal quand on passe en phase de compensation, c'est-à-dire un retour à la normale rapidement après un stress ponctuel. Ça arrive, la vie est composée de stress différents des stress vécus par l'homme préhistorique, mais toujours des stress. Et le corps est conçu pour encaisser ça. Mais il faut vraiment aussi une phase de retour, de compensation, de retour à la normale pour laisser le temps au corps de se régénérer et de récupérer récupérer après toutes les ressources qu'il a potentiellement mobilisées après cette phase d'alarme. Ce qui commence à être moins normal, c'est si vraiment ce stress, comme on le voit sur la courbe ici, est long et répété. C'est la phase de résistance. Le stress est continu, persistant. Il oblige vraiment le corps à mobiliser les ressources qu'il mobilise généralement ponctuellement, et les hormones notamment, de manière pratiquement constante, sans lui laisser le temps de se reposer, sans lui laisser le temps de compenser et de
de combler les carences, par exemple, qui auraient été engendrées par un gros stress. Là, c'est vraiment un stress prolongé. Sauf que voilà, le corps, c'est une machine, il a aussi son carburant, il a aussi ses limites, et au bout d'un moment, la phase de résistance va s'arrêter, tout simplement, comme je le dis, parce qu'on n'a plus d'essence dans la machine, les hormones du stress n'ont plus de quoi être sécrétées et dégringolent au fur et à mesure. C'est la phase de décompensation, toutes les réserves sont épuisées et tout s'arrête, on n'a plus le choix. Cette phase intervient plus ou moins longtemps après la phase de résistance selon les gens, mais personne n'est invincible, malheureusement. Alors je regarde dans le chat, Gazzo nous dit « Plus de jus, c'est exactement ça, on est vidé de tout ». Je n'ai pas pu aller travailler un matin. Anne-Aurélie, c'est exactement ça, oui. Donc vous voyez, c'est vraiment panne d'essence, quoi. Et on comprend, après, c'est bien de comprendre aussi pourquoi, enfin ce phénomène, pour comprendre que ça va être long ensuite. Si on est arrivé jusqu'au burn-out, ça va être long de s'en remettre. Et c'est aussi, on comprend du coup pourquoi c'est important, d'autant plus important, de mettre en place des mécanismes d'une hygiène de vie qui permettent de s'en prémunir. Parce que c'est quand même, comme disaient certaines personnes dans le chat, c'est un cadeau empoisonné le burn-out. Quand on s'en remet, là, ça peut vraiment changer la vie. On va explorer pourquoi un peu plus tard. Mais le prix à payer est quand même fort. Donc on a aussi 4 phases dans le burn-out qui ressemblent un petit peu aux phases qu'on voit aux 4 phases qu'on voit dans le syndrome général d'adaptation. On va voir que c'est en fait un engrenage, vraiment. On a vraiment la phase 1. La phase 1, on a beaucoup de travail. Alors là, je prends exemple du travail, mais finalement, ça peut être la même chose transposée au burn-out maternel, parental ou autre. Voilà, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, mais c'est bon, on a l'énergie, on va tenir, on est des warriors, on accepte toutes les contraintes, c'est comme ça, la vie, elle est faite de contraintes, on peut pas faire autrement, mon travail, je l'aime bien, ou j'ai peur de le perdre, j'accepte sans rechigner les tâches qui me sont incombées. Et puis, je me reposerai plus tard, quand j'en aurai l'occasion, quand je serai en vacances, quand ça ira mieux au travail, quand il y aura une phase de calme. Sauf qu'on voit, et c'est pour ça que le burn-out existe, c'est que on a un monde du travail qui n'octroie pas assez de temps de repos aux salariés, en tout cas à ceux qui peuvent être victimes de burn-out. Et on se dit, je vais me reposer plus tard, mais est-ce que ce repos va réellement arriver? Si on arrive jusqu'au burn-out, c'est bien que c'est pas le cas. En phase numéro 2, on va se surengager. Là, pareil, là, on pense plutôt à la phase de résistance. On a encore de l'énergie, on va aller puiser de l'énergie, on en a encore. Je suis capable d'ingurgiter tout ce travail. Faut pas oublier que le burn-out, c'est aussi, on appelle ça un peu une maladie de l'ego. On s'est senti tout puissant pendant des mois, des années, et d'un seul coup, tout dégringole. Mais pendant une grande partie du temps, on se sent capable de tout encaisser. Je peux tout faire, je suis capable de tout, je ne suis pas comme tout le monde, moi je peux y arriver. Mais non, mais tout le monde fonctionne de la même manière. Physiologiquement, on l'a vu. On a une troisième phase, du coup c'est l'acharnement. On sent, si on s'écoutait, parce qu'on va voir qu'on est un peu déconnecté, même beaucoup déconnecté de son corps quand on est victime de burn-out. Si on s'écoutait, on sentirait que la fatigue arrive. On sentirait que il y a des signes vraiment, des signes vraiment forts qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on est en train de, si vous vous rappelez du graphique, on est en train doucement de se diriger vers la panne d'essence. Notamment le fait d'être à fleur de peau, d'avoir des troubles de l'humeur, de s'énerver pour rien. C'est souvent lié d'ailleurs, si on est en burn-out, on a souvent des troubles du sommeil où on dort moins, du coup on va être à fleur de peau. On fait moins de choses dans la journée, on a moins l'énergie. On se fait violence, même si on sent qu'on a moins l'énergie pour le faire. On sent littéralement qu'on puise dans les réserves pour le coup. Et la phase numéro 4, vraiment là c'est le burn-out, je suis au bout du rouleau, je vais craquer, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus envie de rien, je n'ai plus goût à rien. Donc voilà, ça c'est les 4 phases du burn-out. Je regarde s'il y a des
question. Quel est l'impact sur notre métabolisme sur notre santé? On va en parler juste après. On va voir que du coup, comme énormément d'hormones sont sollicitées en cas de burn-out, eh bien, après, ça va être l'escalade à tous les niveaux et on va en parler juste après. Déjà, les symptômes. J'en parlais juste avant, mais voilà, rapidement, si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces symptômes, attention, warning. L'irritabilité, la difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire, les manques de motivation ponctuelle ou même pérenne, la fatigue persistante, c'est vraiment le premier des signaux. La difficulté à regagner de l'énergie, voire des pertes d'équilibre, des troubles cardiaques, des palpitations, une hypertension, voire une hypotension, des émotions à fleur de peau, des douleurs physiques, douleurs aux genoux, douleurs dans le bas du dos, des choses comme ça. Finalement, c'est plein de petits signes qu'on peut ne pas écouter et qui, si on les écoutait, comme je le disais juste avant, eh ben on pourrait peut-être enrayer la machine avant d'arriver à la panne d'essence, si on reste sur cette métaphore. Mais voilà, chacun est différent aussi. Il y a certaines personnes qui vont ne pas sentir certains signaux et d'autres. Le plus important étant de ne pas laisser empirer la situation. Personne n'est invincible et c'est OK. C'est pas grave, vous avez le droit de vous reposer. On va en parler juste après. Ah oui, en effet, j'ai oublié d'en parler. Merci pour la question. Burn-out ou bore-out, même conséquence. Alors, je ne suis pas spécialiste du bore-out, et ce n'est pas du coup exactement les mêmes conséquences physiologiquement. Ça va être par contre les mêmes conséquences finalement en termes de ressenti. Le bore-out, pour vous en parler un petit peu, c'est vraiment plutôt le syndrome d'ennui profond au travail. Donc il n'y a pas de stress, mais finalement, on va quand même, à force de ne rien avoir, les personnes qui sont mises au placard ou autres, de ne rien avoir à faire au travail, et même si en s'occupant plus ou moins, vraiment de s'ennuyer profondément au travail, eh ben, on va avoir plutôt des symptômes de dévalorisation de soi, de perte de confiance en soi, donc des choses qui vont être finalement similaires, des symptômes qui vont être finalement similaires aux symptômes du burn-out. Et si vous en êtes victime, ne vous inquiétez pas, ce live peut aussi vous être utile, les conseils que je donne peuvent aussi vous être utiles. Voilà, et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est important d'apprendre à poser ses limites, que ce soit trop de travail ou pas assez, auprès de sa hiérarchie, voire de se faire accompagner. Là, on dépasse bien sûr la sphère de la naturopathie. Mais ce n'est pas normal et vous avez le droit à avoir un travail qui respecte votre niveau d'énergie et respecte qui vous êtes. Ça me semble important quand même de le préciser. Claudia demande si les enfants peuvent être touchés par le burn-out lorsqu'ils sont soumis à des stress récurrents. Eh bien, en effet, et c'est vrai que notamment le système scolaire français peut être assez pressurisant pour certains enfants, notamment les enfants qui sont hypersensibles et qui peuvent être sensibles aux horaires, voilà, aux contraintes horaires, etc., ou des enfants qui vivent aussi des épreuves en famille, des épreuves personnelles, en plus des contraintes à l'école, ou des enfants qui vivent du harcèlement scolaire. Donc c'est tout à fait possible que des enfants, malheureusement, en soient victimes. On va pouvoir avancer. Donc on a vu physiologiquement ce qui se passait dans le corps au niveau du burn-out. C'est vraiment toutes les hormones du stress que j'ai pas encore nommées, mais qui sont majoritairement adrénaline, noradrénaline, et cortisol qui vont être épuisés forcément à force d'être sollicités. Donc ça explique, et après tout le système hormonal est lié. Donc ça explique que finalement il peut prendre des mois et des années avant de se remettre d'un burn-out. Donc les conséquences sont multiples, et c'est aussi pour ça que plus les conséquences sont multiples, plus ça va prendre du temps avant de remonter la pente. Déjà, sur le système biologique d'une manière générale, on va avoir un ralentissement global, parce qu'on a brûlé la chandelle par les deux bouts, pour changer de métaphore. On est extrêmement fatigué. Il faut le temps que les réserves en minéraux, les réserves d'énergie se refassent.
Et pour ça, il n'y a pas d'autre secret que le repos. Les troubles cardiaques, les troubles de la thyroïde, moi qui suis spécialiste en troubles de la thyroïde, beaucoup de gens que je reçois en consultation ont des troubles de la thyroïde qui n'ont pas forcément lié à un burn-out qu'ils ont fait il y a plusieurs années, mais finalement qui est tout à fait lié parce que toutes les hormones sont liées et dès qu'il y a des hormones certaines hormones qui sont épuisées, d'autres en pâtissent, notamment la thyroïde, mais on peut voir aussi qu'on va avoir une absence de règles, on peut avoir du coup des conséquences sur le système hormonal. Je devance même mon point suivant. Les règles peuvent disparaître aussi parce que tout le système hormonal est perturbé. La sérotonine, la dopamine sont aussi épuisées. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qui va être aussi finalement sécrétée en excès quand on est dans cette phase de résistance parce qu'elle va être sécrétée pour compenser aussi les effets du stress et les conséquences des agents stressants. Elle va être, le corps va la sécréter pour essayer de trouver un équilibre et de ramener un petit peu de bonheur dans notre quotidien stressant. Et la dopamine, c'est avec le cortisol notre starter du matin. Donc pareil, si on se force pendant des mois, des années à se lever le matin alors qu'on n'a pas la motivation, c'est dans les réserves de dopamine qu'on va puiser. Alors, cortisol, adrénaline, noradrénaline, qui sont les hormones du stress, sont les hormones qui sont sécrétées par les glandes surrénales. Donc, c'est aussi pour ça que du coup, ces glandes surrénales qui sont situées vraiment, qui sont posées au-dessus des reins, vraiment au milieu du dos, au-dessus des lombaires, elles sont affaiblies. Il va falloir aller les reminéraliser et ensuite les solliciter doucement, selon votre énergie. Je vous l'ai déjà dit, la thyroïde peut être touchée. Et finalement, c'est tout le système cellulaire qui va être touché puisque le stress est un facteur oxydant. C'est un facteur de stress oxydatif pour le corps d'une manière générale. Donc, ça peut accélérer le vieillissement. Voilà. Pareil, on peut enrayer avec la naturopathie et d'autres pratiques, mais il faut le savoir que de toute façon, ça se voit. Quelqu'un qui a été victime d'un burn-out, on peut lui dire « t'as pris un coup de vieux ». Bon, c'est pas très sympa de lui dire, mais c'est le cas. Et c'est parce que c'est le cas aussi physiologiquement. Et en plus, avec la fatigue, ça n'aide pas, bien évidemment. Et ensuite, il y a des grosses conséquences, bien évidemment, sur le mental et les émotions. Puisque, on l'a vu, la sérotonine et la dopamine sont au ras des chaussettes, là, je sais pas, je pense que j'invente une expression, mais voilà, au ras des pâquerettes, bref, elles sont épuisées. On va être beaucoup plus sujet aux troubles de l'humeur, aux troubles de l'anxiété, à une forte émotivité. Le burn-out est différent d'une dépression, mais peut mener à une dépression si on n'est pas bien accompagné en cas de burn-out. Et bien évidemment, on peut avoir des troubles du sommeil, soit avant le burn-out, parce qu'on a le cerveau qui ne s'arrête jamais, et on va en parler juste après de pourquoi du coup ça peut engendrer des troubles du sommeil. Mais voilà, tout est déréglé finalement. C'est ça qu'il faut se dire et c'est triste à dire. Et c'est aussi pour ça du coup que ça prend du temps avant de se remettre, mais c'est possible de s'en remettre. Je préfère le répéter, ça vaut mieux le répéter. Alors on a quelques questions, j'arrive tout de suite. Je bois un petit coup parce que comme je bafouille, c'est que je manque d'eau. Voilà, merci pour cette pause. Alors, où se situe la limite entre charge mentale trop importante et burn-out? Eh bien, la limite, elle est personnelle. Vraiment, elle est propre à chacun. En fait, on va le voir juste après. La limite, c'est c'est à vous poser la question, est-ce que votre charge mentale du quotidien, vous arrivez à la gérer correctement? Elle n'impacte pas justement votre sommeil, elle n'impacte pas aussi des moments de repos qui, normalement, dans la vie, doivent être plus ou moins équilibrés. Vous devez avoir dans la journée ou d'au moins dans la semaine des moments pour vous de repos, même si on sait très bien que c'est pas simple, notamment quand il s'agit de charge mentale maternelle ou parentale. Elle est très personnelle, cette histoire de charge mentale. Mais la clé, ça va quand même être de s'écouter. Et je vous parlais d'outils en naturopathie vous permettant de vous écouter, pour écouter les signaux et pouvoir réagir au plus tôt. Peut-on ou doit-on mesurer le cortisol? En naturopathie, c'est pas notre objectif, enfin, c'est même pas notre sphère de compétence. Ça peut être le cas de votre médecin traitant ou du médecin du travail,
si justement ils suspectent un pré-burnout ou un burnout. En fait, il faut savoir que le cortisol, c'est vraiment la dernière hormone à chuter avant que toutes les autres et alors que toutes les autres ont chuté. Donc, mesurer le cortisol peut nous aider, en effet, à savoir si vous êtes en burn-out ou en pré-burnout. Mais en tout cas, ce sera un médecin qui vous prescrira les analyses. Est-ce qu'un burn-out peut bloquer la fertilité pendant ou après? Bien évidemment, oui. On a vu pourquoi. Le corps est épuisé, le système hormonal est épuisé. Et déjà, tout simplement, oui, le corps est épuisé. Donc, tout simplement, l'organisme se dit, ce n'est pas le moment de procréer, je n'ai pas l'énergie. C'est aussi souvent pour cela que finalement le système hormonal féminin s'arrête et que les règles peuvent disparaître. Parce que le corps n'a pas l'énergie de procréer. Donc en effet, il peut y avoir un impact sur la fertilité. La bonne nouvelle, c'est que du coup, si on s'occupe du burn-out, la fertilité peut revenir. Qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par de la procréation médicalement assistée ou autre. Je me permets, je vois une question de Sab qui dit: peut-on faire un double burn-out à la suite? Oui, c'est possible. Surtout si finalement vous n'avez pas été assez accompagné. Peut-on faire un double burn-out à la suite? C'était la question de Sab. Si vous n'avez pas été assez bien accompagné ou si vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas eu l'occasion, parce que l'idée c'est pas de vous culpabiliser, de prendre le temps après un burn-out, vous pouvez les enchaîner. Il y a des gens qui les enchaînent avant finalement de prendre les mesures nécessaires pour pas les enchaîner. Malheureusement, c'est possible. Alors, on va pouvoir avancer. Je change d'écran. Alors, justement, il y a quelqu'un qui posait la question du cortisol. Comme je vous le dis, c'est pas dans la sphère de la naturopathie, mais ça va être à votre médecin de vous le prescrire. Mais on a quand même un test assez simple à votre disposition pour savoir à peu près à quel niveau de burn-out vous êtes. Là, il s'agit plutôt d'un test lié au burn-out professionnel. Mais finalement, vous pouvez voir dans les questions. J'ai pas le lien, mais vous tapez test de Maslach/Burnout Inventory sur Google et vous devez trouver, il y en a plusieurs. C'est toujours les mêmes affirmations. Et qui va essayer du coup de vous tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez une personnalité à risque? Est-ce que vous êtes à fleur de peau? Est-ce que vous êtes extrêmement fatigué? Est-ce que vous ne supportez plus vos collègues ou des choses comme ça? Les questions ne sont pas exactement ça, mais c'est vraiment les différentes sphères émotionnelles, mentales, de surcharge du travail qui sont abordées dans ces 22 questions. Vous pouvez aussi vous poser la question de si vous êtes une personnalité à risque. Et là encore, l'idée, c'est pas forcément de vous culpabiliser ou de vous pointer du doigt, mais c'est juste d'en avoir conscience de ces travers pour pouvoir mieux les travailler. Est-ce que vous êtes du genre à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, d'avoir un agenda au carré, blindé, jamais de temps de pause? Est-ce que vous êtes du genre aussi à vouloir plaire à tout le monde, et particulièrement à vos supérieurs ou à vos collègues? Est-ce que vous êtes du genre anxieux, d'une manière générale? D'ailleurs, est-ce que l'anxiété qui peut se transmettre est quelque chose de familial? Ça peut être aussi un signe, un indice. Est-ce que vous avez une exigence élevée aussi envers vous-même? Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous pouvez aussi vous dire, est-ce que j'ai une exigence élevée envers ce qui m'entoure? Et souvent, l'exigence qu'on a envers notre entourage peut être un miroir de l'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Est-ce que vous avez des problèmes de confiance ou d'estime de vous? Est-ce que aussi vous êtes persuadé, on l'a vu un peu plus tôt dans les différentes phases, est-ce que vous êtes persuadé que vous n'avez pas besoin de faire de pause, que vous n'avez pas besoin d'autant de sommeil que tous ces gens? Si vous êtes habitué à vous dire ce genre de réflexion, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, ça peut aussi être un moyen de tirer la sonnette d'alarme et de vous dire que vous êtes potentiellement une personnalité à risque. Et même si il se peut que vous ne fassiez pas de burn-out dans votre vie, ça vaut le coup quand même de mettre en place des petites choses dans votre hygiène de vie pour vous aider à prendre du recul au quotidien. Alors, ensuite, avant de faire un petit récap et de vous faire un peu travailler, histoire de voir si vous n'êtes pas endormi, je vais regarder s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression. Diana parle
Un burn-out majore-t-il le risque de fausse couche? Alors, je ne peux pas répondre directement. Selon moi, c'est possible, mais il y a pas de chiffres. En tout cas, j'ai pas eu connaissance de chiffres. Mais bon, selon moi, c'est possible pour les raisons que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire on est épuisé physiquement, mentalement. Mais l'idée n'est pas non plus de se culpabiliser si vous avez fait une fausse couche, hein. C'est peut-être aussi d'autres facteurs. Et dans ce cas-là, il faut se tourner tout simplement vers votre médecin. Ah, Aurélie coche toutes les cases de la personnalité à risque. Là encore, hein, c'est pas grave. Vous êtes sûrement quelqu'un de bien, Anne-Aurélie. C'est juste qu'il faut le savoir et apprendre à travailler sur soi pour se prémunir du burn-out. Donc, est-ce que vous êtes endormi ou pas? Est-ce que vous allez pouvoir me dire? Vous allez pouvoir répondre dans le chat. La réponse est alors, la question que je n'ai pas posée pour l'instant. Quelles sont les phases du syndrome général d'adaptation? Est-ce que c'est A, alarme, compensation, résistance et épuisement? Est-ce que c'est B, action, réaction, démission? Est-ce que c'est C, enthousiasme, surengagement, acharnement, épuisement? Ou est-ce que c'est D, phase de stress, phase d'explosion, phase de relâchement? Une seule réponse est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai du A, C, C. Châtel, Châtelion. Je n'ai pas compris ce commentaire. J'ai dû rater quelque chose. A, C. Ah. J'ai beaucoup de C. Donc, beaucoup de gens qui ne suivent pas. Non, s'il y avait un petit piège. C'est bien A. En fait, alarme, compensation, résistance, épuisement. C'est vraiment le petit graphique que je vous ai montré, si vous vous souvenez. Le C, enthousiasme, surengagement, acharnement, épuisement, c'est les phases du burn-out. Ce n'est pas les phases du syndrome général d'adaptation, hein. Syndrome général d'adaptation, vous vous souvenez, il contient les deux premières périodes, stress et alarme et compensation, qui sont des phases normales dans notre vie d'humain, et qui, si elles s'enchaînent comme ça, sans enchaîner par une phase de résistance et d'épuisement, sont normales. Des moments de stress et des moments de compensation et de repos. Donc voilà pour les phases du syndrome général d'adaptation. Une deuxième petite question, peut-être un petit peu moins compliquée. Quel est le nom du test qu'on vient juste de voir qui permet de détecter un burn-out? Est-ce que c'est le MBI, Maslach Burnout Inventory? Est-ce que c'est le MBTI? Est-ce que c'est le test de Hans Selye? Ou est-ce que c'est des analyses biologiques complètes? Je vois B. A. A. Ok. Un petit peu plus de bonnes réponses sur ce coup-ci. C'est bien. Parfait. Diana, Marina, parfait. Il s'agit en effet du MBI. Le MBTI, c'est un test de personnalité qui peut être intéressant si on fait un burn-out, mais qui n'a rien à voir. Et les analyses biologiques complètes, on l'a abordé. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais qui ne fait pas partie du spectre de la naturopathie. Super. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Bon, des questions, j'y réponds finalement au fur et à mesure, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je regarde régulièrement. Ça ne me perturbe pas tant que ça finalement, donc je regarde régulièrement. Toujours A, oui, c'est ça, Véronica. Très bien. Bon, on va pouvoir enchaîner si vous n'avez pas de questions. Et vous savez très bien que j'y réponds au fur et à mesure de toute façon. Et on va pouvoir passer à la naturopathie. Et ce que peut faire la naturopathie pour se prémunir du burn-out? Déjà, pour commencer, pour s'en prémunir, c'est-à-dire avant même d'en avoir été victime ou de sentir les premiers signaux. Mais vraiment, comment mettre en fait une hygiène de vie en place dans sa vie pour se prémunir du burn-out et le fuir à tout prix. Surtout si, comme Anne-Aurélie, on coche toutes les cases de la personnalité à risque. Alors, enchaînons. Voilà, on l'a abordé plusieurs fois. Il y a des signaux qui nous montrent qu'on peut potentiellement, finalement, ne pas assez enchaîner, comme on dit en naturopathie, phase d'exercice, phase de
d'activité et phase de repos. Normalement, dans une vie normale, et on a vu pourquoi dans le syndrome général d'adaptation, il faudrait qu'on ait assez de temps de repos et d'absence de stress, ou en tout cas de phase moins stressante, pour laisser le temps au corps de se régénérer. Et, si ce n'est pas le cas, apprendre à écouter les premiers signaux d'alarme qui nous font nous dire il y a quelque chose qui est pas juste, qui est pas équilibré dans ma vie aujourd'hui. Comment je peux faire pour mettre les choses en place et pour changer, pour reconnecter la tête et le corps. Parce que vraiment, le problème dans un burn-out, c'est qu'on a la tête dans le guidon, on ne regarde pas, on ne s'écoute plus du tout, on s'est déconnecté du corps. Généralement, on n'a plus le temps de dormir, on n'a plus le temps de faire de sport, donc le corps, on ne l'écoute jamais, et les signaux, on ne les écoute jamais. Et finalement, mettre en place dans son hygiène de vie, dans son quotidien, dans sa semaine, des moments où on va s'écouter et pouvoir rectifier le tir en cas de fatigue, en cas de quelques symptômes que ce soit, on va pouvoir ajuster le tir très rapidement finalement, parce que se sera reconnecté régulièrement à notre corps et aux signaux qu'il nous dit. Il nous parle en fait, notre corps, quand on veut bien l'écouter. Alors j'ai une question, peut-on avoir des séquelles sur le cerveau suite à un burn-out? Pas directement à mon sens, sur le cerveau même non. Après, j'ai parlé de troubles cardiovasculaires, j'ai parlé de troubles hormonaux. Donc peut-être à terme, si on ne soigne pas bien un burn-out, c'est possible. Après, ça dépasse mon champ de compétences. Et c'est une question sûrement à poser à un médecin. En tout cas, pas directement selon moi. Mais ça reste qu'il faut être vigilant, puisque voilà, qui dit fatigue dit plus grande sensibilité à toutes les pathologies. Tant qu'on y est, encore une question, est-ce qu'on se rend soi-même compte qu'on a fait un burn-out? Est-ce possible de ne pas voir arriver le burn-out? Eh bien oui, justement, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est possible de ne pas le voir arriver parce qu'on est déconnecté de son corps et des signaux d'alarme ou qu'on ne veut pas les écouter. Souvent, et c'est vrai que c'est le cas beaucoup parmi mon entourage ou des gens avec qui je peux échanger, qui me disent « mais un tel, mon frère, mon père, mon amoureux, mon amoureuse, filent droit vers le burn-out ou sont pas loin d'être du burn-out et j'ai l'impression qu'ils ne voient pas. » C'est possible de ne pas le voir arriver et c'est aussi pour ça que même si vous n'êtes pas concerné, que vous voyez ce live et que vous savez potentiellement qu'il y a des gens qui sont dans votre entourage qui sont potentiellement concernés. Bon, il va falloir y aller doucement parce que souvent ces personnes-là ne veulent pas voir. C'est arrivé à un moment, à un stade où on ne veut pas voir qu'on n'est pas loin du burn-out. Il va falloir y aller de manière subtile, par exemple, envoyer, c'est peut-être pas si subtil que ça, mais finalement envoyer le test ou faire le test ensemble dont je vous ai parlé, le Maslach Burnout Inventory. Mais en effet, c'est possible de ne pas s'en rendre compte. Comment retrouver confiance en ses compétences après un burn-out? On va en parler juste après. Il y a plein de possibilités, on va en parler juste après, vous inquiétez pas. Je me permets de ne pas y répondre directement pour l'instant, du coup, puisque la suite du PowerPoint, de la présentation, y répond. Là, on revient du coup sur notre sujet, apprendre justement à écouter les signaux qu'on n'écoute pas, généralement, quand on est sujet au burn-out. Donc, apprendre à le faire avant de tomber dans cet engrenage. Déjà, le premier signal pour vous, avant même de vous parler des techniques, ça va être la fatigue. La fatigue n'est pas à négliger, à aucun moment. Pardon. Excusez-moi de boire un coup. Et justement, quand on fait un burn-out, on a tendance à, comme je vous ai déjà décrit juste avant, à se dire « je suis fatigué, j'y vais quand même ». Non, la fatigue est un signal à écouter. Les techniques qui sont à mettre en place dans son quotidien, même si c'est 5-10 minutes par jour ou même si c'est une fois par semaine, c'est déjà bien. Moi, je suis plutôt partisane de la théorie des petits pas. On y va doucement mais sûrement. Et l'idée, c'est vraiment plutôt d'avoir une routine, un rendez-vous régulier avec vous-même. Même si, comme vous le voyez en bas de cette slide, c'est un proverbe qui est maintenant pas mal connu, qui dit
c'est pas mal répété, notamment par Christophe André, il me semble. Si tu as le temps de méditer, médite 20 minutes. Si tu n'as pas le temps, médite 40 minutes. Parce que si vraiment, dans votre journée, vous n'avez pas le temps, 20 minutes, c'est déjà beaucoup, mais même de 5 à 10 minutes pour prendre un moment de reconnexion à votre corps, c'est que vous en avez besoin, d'une manière générale, que ce soit méditation ou respiration. Donc il y a des petites techniques qui existent, finalement, qui vous permettent de pas forcément, que ça vous coûte pas grand-chose, enfin, ou rien même, même si vous êtes au bureau, vous pouvez le pratiquer, et ça vous fait l'équivalent d'une pause cigarette, mais bien meilleur pour la santé. Ça va être la cohérence cardiaque qui est maintenant pas mal connue avec des applications comme Respira ou Cardia qui permet vraiment de se remettre en cohérence. La respiration en pleine conscience ou respiration Wim Hof. La marche afghane qui est peut-être un peu moins connue et qui est intéressante parce que c'est une marche de pleine conscience qui, si vous en avez la possibilité, peut aussi coupler au conseil qui arrive juste après, c'est-à-dire se reconnecter, trouver des moments de reconnexion à la nature, au soleil. Donc faire 5-10 minutes de marche afghane à côté du bureau, dans le parc qui est à côté du bureau par exemple. Donc la marche afghane, comment ça fonctionne, parce que je vous en parle en détail parce que c'est moins connu et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça va être, vous marchez en conscience, c'est-à-dire que vous faites 3 pas en inspirant, 1 pas en rétention de votre inspiration, 3 pas en expirant, 1 pas en rétention de votre expiration. Je dis 3, 1, en fait ça va dépendre de vous, votre capacité, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais l'idée c'est vraiment cette alternance, autant de pas où vous marchez, où vous inspirez et où vous expirez, et autant de pas où vous faites votre rétention d'inspiration et d'expiration. Et vous avez aussi la respiration alternée, donc c'est la respiration Nadi Shodham, là, où vous mettez, qu'on voit souvent dans les techniques de yoga, où vous mettez vos 2 doigts sur le 3e œil et vous bouchez de manière alternée votre narine. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si vous tapez notamment sur YouTube respiration alternée, vous avez des exercices. Certains ne durent que 5 minutes. Puis après, à terme, vous n'aurez même plus besoin de vidéos pour vous guider. Vous saurez, c'est une technique assez simple à adopter. Ou la respiration carrée, qui consiste un peu comme la marche afghane, mais sans marcher finalement, quoique vous pouvez, à inspirer pendant 4, 5, 6 secondes selon vos capacités, retenir votre respiration pendant autant de secondes, expirer pendant autant de secondes et retenir votre expiration pendant autant de secondes. Toutes ces techniques, pourquoi je vous parle de respiration, presque même beaucoup plus que la méditation, parce que quand on est une personnalité à risque au burn-out, on a souvent ce petit vélo dans la tête qui s'arrête jamais. Si on est hypersensible aussi, on a aussi voilà, beaucoup de pensées en pagaille dans la tête, et méditer, ça n'aide pas généralement. Alors que la respiration, on va se concentrer sur autre chose. On va se concentrer sur autre chose, mais sur notre corps, sur notre respiration. Donc malgré tout, donc ça veut dire qu'on va taire les pensées un peu parasites et se reconnecter au corps. Et du coup, potentiellement aussi, quand on a chopé la technique, notamment en respiration alternée ou carrée, aller voir aussi, mettre la conscience à d'autres endroits du corps pour voir comment ça se passe. Faire le point avec soi-même sur, voilà, est-ce que j'ai mal dans le bas du dos? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai la gorge sèche? Enfin, voilà. C'est l'occasion de faire le point avec soi plusieurs fois par jour ou même 1 fois par jour, mais pas longtemps. En effet, GRLélé, pardon pour le pseudo, mais oui, l'application Présence, je crois que j'en parle juste après. Ah bah oui, non, elle est notée. C'est une des meilleures que je trouve selon moi, parce que c'est vraiment des toutes petites méditations. Enfin, il y en a des plus grandes, mais vous avez des méditations de 3, 4, 5 minutes finalement, et qui sont guidées. Donc là aussi, ça peut aider aussi à faire de la méditation sans laisser le mental partir dans tous les sens. C'est pas mal pour démarrer, en effet. Alors, et oui, pardon. Le mot d'ordre quand même, c'est je vous donne toutes ces possibilités parce que c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc testez, si c'est pas la méditation, si c'est pas la cohérence cardiaque, ça peut être autre chose. Testez, parce que si vous voulez mettre en place une pratique, une routine dans votre quotidien, il faut mettre en place quelque chose qui vous convienne
pour ça que là, vous avez une liste de possibilités. Testez, allez-y. S'il y a une chose qui ne vous convient pas, ce sera autre chose. Il y a quand même pas mal de choses à notre disposition dans les techniques de reconnexion au corps, et notamment dans les techniques de respiration. Selon vous, le zona peut être un des symptômes du corps ou tout autre indice? Là encore, c'est comme pour le lien avec le cerveau. Ça peut, juste parce que le corps est affaibli et est sensible à tout. Et notamment dans le zona, on a aussi, dans les causes du zona, beaucoup le stress. Donc ça peut être. Mais en fait, finalement, il faut juste retenir que quand on fait un burn-out, on va être plus sensible. On va avoir aussi, j'en ai pas parlé, mais le système immunitaire qui va être en berne, donc plus sensible à tout ce qui traîne. Donc ça peut causer, oui, pas mal de troubles différents, et c'est ce que je disais juste au tout début du live. On est finalement tous différents et on peut avoir des symptômes très différents les uns des autres. Mais il faut, quoi qu'il arrive, les prendre pour un signal d'alarme et mettre les choses en place. Et si ça se trouve, c'est pas un burn-out, mais quoi qu'il arrive, ça vaut le coup, si vous avez un zona, d'aller voir un médecin et ou un thérapeute. Donc, pour revenir sur ces techniques de reconnexion et d'ancrage, il y a aussi des techniques qui fonctionnent du feu de Dieu, c'est-à-dire vraiment se reconnecter à la matière, s'éloigner des écrans. Et là aussi, ça va être en fonction de vous, vos préférences, vos appétences. Si vous aimez dessiner, jardiner, de la poterie, si vous aimez faire de la création, quelle qu'elle soit, finalement, vous en fichez. Si vous aimez écrire, ça n'a pas besoin d'avoir vocation à être au musée du Louvre, finalement, mais si ça vous fait du bien, notamment tout ce qui est art créatif, ça peut aider à libérer le mental. Donc là aussi, ou le chant par exemple, là aussi, explorer, tester, aller vers ce qui vous attire le plus. Et bien sûr, toujours en fonction de vos possibilités en termes de temps et de finances. Et ce que je disais juste avant avec la marche afghane, c'est qu'il est possible de combiner deux techniques. Par exemple, faire un exercice de respiration en pleine nature. Ou faire de la poterie en pleine nature, aller écrire en pleine nature, enfin voilà, de pouvoir se reconnecter à la nature en se reconnectant à son corps en même temps. C'est des conseils qui sont basiques, mais qui finalement tombent sous le sens. Ça fait quand même du bien, je suis bien placée pour le savoir, de l'entendre quand on est sujet au burn-out ou quand on est à risque. De le rappeler régulièrement. Il n'y a rien de mieux que la connexion à la nature, à son corps, pour prendre du recul. Parce que c'est ça dont on a besoin quand on est en burn-out ou qu'on est à risque. Et on a bien évidemment, moi qui suis spécialiste en phytologie, j'utilise pas mal les huiles essentielles en olfaction, donc c'est-à-dire respirer une huile essentielle. Et là aussi, on voit qu'on peut combiner qu'on peut combiner avec la respiration. On va respirer, je conseille souvent en consultation, de respirer certaines huiles essentielles. Là aussi, selon vos attirances, vos préférences. On a le pin sylvestre, le vétiver ou l'encens qui sont des odeurs boisées qui vont ancrer, ramener à la terre, ramener au moment présent. La bergamote qui est vraiment, avec la marjolaine à coquille d'ailleurs aussi, vraiment des huiles essentielles très fortes pour lutter contre l'anxiété. Et l'ilang-ilang qui, avec son odeur un peu tropicale, sucrée, est là plus pour apporter de la joie et de la légèreté au quotidien. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en parler plus trop en détail ici, mais le sommeil, un sommeil réparateur et apaisé est indispensable à tout être humain. Et si vous avez des troubles du sommeil, c'est que déjà vous avez des troubles du sommeil et que vous avez un travail qui est prenant, c'est que déjà vous êtes sensible au burn-out parce que petit à petit, vous allez puiser dans votre énergie. Et si vous avez des problèmes de sommeil, il faut s'en occuper. Il y a énormément de solutions, que ce soit en naturopathie, dans votre hygiène de vie déjà de base, ou avec d'autres techniques. Déjà, quelques conseils de base, respectez son besoin en heures de sommeil, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont besoin de 6h30 de sommeil, il y a des gens qui ont besoin de 9h. Au-delà, c'est pas normal et il faut consulter. Ça, c'est vraiment la médecine qui le dit. En dessous, c'est pas normal non plus. Et c'est que vous ne dormez pas assez. Les gens qui se targuent de dire « Non, mais moi, j'ai besoin de 4 heures, j'ai besoin de 5 heures de sommeil, pas plus », c'est faux et ça a été prouvé
qu'à terme, à long terme, si on dort moins de 6h30 de sommeil, il y a vraiment, pour le coup, c'est pas que des risques de burn-out, il y a vraiment des risques pour la santé. Donc si vous n'avez pas un bon sommeil, eh ben, faut pas laisser traîner, il faut s'en occuper et vous avez des possibilités. Là aussi, c'est pas l'idée de vous culpabiliser, mais c'est juste qu'il faut s'en occuper, il faut pas, voilà, mettre de côté le problème et dire qu'on s'en occupera plus tard. Non, c'est important pour vous. Bien sûr, avoir un rythme régulier aide beaucoup, se coucher à heure fixe, ne pas faire d'activités trop excitantes le soir, faire du sport ou boire de l'alcool ou prendre des repas copieux. Là, bien évidemment, il peut y avoir des exceptions parce il faut bien vivre, mais d'une manière générale. Et pareil, les écrans, j'en ai pas parlé, mais aussi pareil, on ne regarde pas ses mails avant d'aller dormir, ça me semble logique, mais c'est bien de le rappeler. Et si vraiment vous avez du mal à avoir votre quota d'heures de sommeil dans la nuit, vous voyez si vous pouvez faire des siestes ou des micro-siestes. Vous pouvez, donc je te disais, vous octroyer des temps de calme dans la journée, ça rejoint ce que je disais sur la respiration. La chrononutrition peut aider, on ne peut pas forcément là aller dans les détails, mais ce qu'on mange, à quel moment, selon le moment de la journée où on le mange, peut aider à fabriquer les hormones de l'éveil et du sommeil qui sont extrêmement liés. Donc, et moi je l'ai constaté en consultation, changer déjà la manière dont on mange peut vraiment changer la manière dont on dort et notamment dont on s'endort. Et sinon, il y a énormément de plantes qui sont plus ou moins connues pour aider à réguler le sommeil, qui seront là plutôt en attendant de réguler durablement le sommeil. On ne peut pas prendre des plantes sur le long cours. Si vous devez prendre des plantes sur le long cours, c'est qu'il y a un problème et qu'il vous faut plutôt aller consulter. Ensuite, voilà, on en a déjà pas mal parlé, intégrer des éléments vitalogènes qui en naturopathie sont très importants au quotidien. Donc, aller respirer dans la nature, aller marcher dans la nature, prendre le soleil, même 10 minutes, un quart d'heure par jour quand il fait chaud, quand il fait beau ou chaud, c'est important. La respiration, c'est important. Des éléments vitalogènes, même boire, j'en ai pas parlé, mais boire suffisamment d'eau dans la journée, c'est important. Donc, intégrer des éléments qui vont vous réguler, vous apporter de l'énergie au quotidien. C'est une question d'équilibre. Je me permets, Marilène, je vois passer une question. Oui, mais quand le sommeil n'est pas réparateur, quand le sommeil n'est pas réparateur, c'est que ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un déséquilibre qu'il faut consulter un médecin spécialiste du sommeil déjà, voire autre chose. Mais si votre sommeil ne vous semble pas réparateur, c'est que ce n'est pas normal. Mais il y a des solutions, toujours. Donc, pour les éléments vitalogènes, il y a aussi bien sûr une alimentation qui va pouvoir vous préserver, vous rapporter de l'énergie au quotidien, plutôt que vous en prendre. Donc, une alimentation riche en protéines variées, ça ne veut pas forcément dire du poisson, de la viande, mais il y a vraiment énormément de protéines dans notre alimentation, des bons gras, notamment des oméga 3. Vous aidez aussi à intégrer des aliments, moi que j'aime bien appeler à haute densité nutritionnelle, qui sont vraiment des petites bombes d'énergie, comme les graines germées, les aliments riches en probiotiques, comme le kéfir, le kombucha, les jus de légumes et les crudités, les aliments riches en antioxydants comme les fruits et légumes rouges ou orangés, les graines ou les oléagineux, là aussi selon vos besoins du moment, qui sont riches en oméga 3 et en plein d'autres choses. Et on a tendance aussi, quand on est sujet au burn-out ou à risque, même d'une manière générale finalement, à se déconnecter de cette sensation de faim et de satiété. On est pris dans le boulot, on ne s'enterre pas. Ou alors, c'est maintenant qu'il faut aller manger parce que c'est l'heure. Oui, mais est-ce que vous avez faim? Mangez quand vous avez faim. Et je ne dis pas grignoter, mais aussi, si vous avez faim le matin, mangez le matin. Non, il faut que j'aille au travail rapidement, je mangerai un croissant dans la rame de métro. Non, mangez quand vous avez faim. Et bien sûr, on a vu aussi tous les autres conseils de quoi manger. Vous verrez en détail si vous avez besoin de consulter quoi manger pour vraiment vous rassasier. Mais c'est important de trouver les moyens de se reconnecter à ces sensations de faim et de satiété. Alors, malgré tout, si on commence à sentir les premiers signes d'un burn-out, comment on peut les prévenir et enrayer la machine avec la naturopathie? Réagir finalement avant qu'il ne soit trop tard et dès les premiers signaux. Donc, si vous en avez la possibilité, vraiment prendre du recul, se reposer, faire le point, faire une pause, prendre des congés, voir si vous en avez, si notamment c'est ce que vous propose votre médecin, prendre un congé maladie si on a besoin, en fonction de à quel degré vous êtes d'épuisement professionnel.
Souvent, ça aide à hop, faire un pas de côté et se rendre compte que ah ouais, non, finalement, là où je m'en vais, ça va pas, il faut mettre en place des choses. Extérioriser, parce que souvent, quand voilà, on est dans l'épuisement professionnel, c'est dans la tête souvent que ça se passe et on n'extériorise pas forcément les choses. On peut l'extérioriser auprès des proches, bien évidemment, mais bon, dans une certaine limite. Et puis voilà, se faire accompagner par un thérapeute, par vos supérieurs hiérarchiques ou d'autres professionnels de votre environnement de travail, si c'est pas possible. Si vous n'avez pas d'écoute de la part de votre supérieur, vous avez aussi la médecine du travail, les délégués du personnel, qui sont là pour ça, vous y avez droit. C'est pas, vous n'êtes pas faible parce que notamment au niveau du travail, vous n'arrivez pas à tout encaisser. C'est humain. Ou même si c'est un burn-out maternel finalement ou parental, et que vous devez enchaîner le boulot, s'occuper des enfants qui ont potentiellement des problèmes à l'école de santé, voilà, qui demandent beaucoup d'attention. Trouver un moyen de vous faire aider par des proches, de vous entourer, excusez-moi pour le lapsus, de vous entourer, si c'est pas possible par un thérapeute, par des cercles de parole, des cercles de partage entre parents, si c'est le burn-out parental qui vous concerne. Je vois une question de Marina qui arrive. Si on n'a plus faim, c'est déjà aussi un symptôme potentiellement d'un burn-out. C'est déjà un symptôme que vous êtes déconnecté, votre faim, que peut-être justement le système, parce que c'est aussi hormonal, le système faim et satiété ne fonctionne pas bien. Donc là aussi, ça peut être une occasion si vous avez plus faim, ça peut être un symptôme, un signal d'alarme et une occasion de consulter. Oui, Laetitia, les légumes lacto-fermentés sont vraiment une bonne source de probiotiques aussi. Ça peut être intéressant aussi de faire une pause au niveau alimentaire, puisque l'alimentation puise beaucoup dans notre énergie. Donc, si vous en avez l'énergie, c'est important aussi. Et si vous ne savez pas si vous en avez l'énergie, faites-vous accompagner. Faire des monodiètes, c'est-à-dire ne manger qu'un seul aliment pendant 24 heures, par exemple, peut aider à soulager le système digestif. 1/3 de notre énergie est pris par la digestion. Donc déjà, si on enlève ça de manière vraiment très temporaire sur la journée, ça peut nous aider à regagner en énergie et à regagner en clarté d'esprit, en clarté mentale. Je me permets, Laurent, l'envie de sucre, les pulsions sucrées sont aussi un symptôme d'un éventuel dérèglement hormonal ou d'une anxiété ou voilà. Se poser la question, si j'ai envie de sucre, c'est lié à quoi? Est-ce que ça vient combler un manque, un vide? Il y a énormément de ressources intéressantes sur comprendre quelles sont les origines, les causes de nos pulsions sucrées. Pour contrer les effets du stress, et tout en mettant en place des changements dans sa vie, mais il y a aussi des plantes. Je vous ai parlé déjà des glandes surrénales, qui sont les glandes responsables de la sécrétion des hormones du stress. C'est ces plantes-là c'est ces glandes-là qu'on va aller soutenir en cas de début de symptômes d'épuisement professionnel. Vraiment, au tout début, on sent qu'on a quand même un peu trop de stress dans notre vie. On va pouvoir, en attendant de mettre en place des changements qui sont nécessaires, prendre des plantes qui sont dites adaptogènes, comme le ginseng ou la maca, qui sont plutôt boostantes qu'on va prendre le matin, ou la ashwagandha, la rhodiola, qui sont des plantes plutôt calmantes. Donc notamment si vous avez des problèmes de sommeil, ou la rhodiola, il me semble... Le rhodiola, elle peut être aussi précurseur de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline. Donc voilà, si on a un peu de mal à sécréter ces hormones parce que ça a été trop sollicité, on peut prendre de la rhodiola. Ou toujours les huiles essentielles, moi je les conseille en olfaction, surtout pin sylvestre et épinette noire, c'est vraiment en olfaction, ou à la limite vous mettez sur votre creux de poignet et vous respirez. Pas en ingestion, mais vraiment en olfaction. D'autres plantes comme le cassis, qui est vraiment intéressant en bourgeon puisqu'il va aider à sécréter le cortisol et va être un anti-stress général. L'ortie ou la prêle qui vont être des plantes reminéralisantes. Donc on a vu que le stress puise pas mal dans les minéraux du corps. Là, ces plantes-là vont aider à contrer ça. On a aussi l'eau froide en fonction de votre énergie. On est d'accord que si vous êtes vraiment au ras du sol au niveau énergie, c'est pas le moment de prendre une douche froide ou de finir la douche par un jet d'eau froide. Si ça va encore, ça peut être intéressant, notamment pour soutenir les surrénales.
Alors je viens de voir une question, désolée. En effet, la rhodiola, c'est avant 17 h. En effet, Pamela, merci de le préciser. Et j'avais vu une question sur le CBD. C'est intéressant selon moi, mais ça vaut le coup de se faire accompagner par un thérapeute compétent parce qu'il y a différents dosages, que c'est toujours différent, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc n'hésitez pas moi j'ai accompagné certaines personnes dans juste la prise de CBD. Et puis après, on met en place les changements nécessaires dans son hygiène de vie. Mais voilà, maintenant que c'est un peu à la mode, il y en a plus ou moins des marques de plus ou moins bonne qualité. Si vous êtes perdu, renseignez-vous déjà et faites-vous accompagner si vous êtes attiré par le CBD mais vous ne savez pas par où commencer. Le CBD en huile essentielle, je ne connais pas, Laurent. Quelle plante adaptogène quand on a une hyperthyroïdie? Tout sauf l'ashwagandha. Enfin, en tout cas, pas l'ashwagandha, Alex, puisqu'elle stimule la thyroïde. Mais dans ce cas-là, ça va être intéressant, si vous avez une pathologie annexe, de vous faire accompagner par un thérapeute compétent dans tout ce qui est plantes et phytologie. Pour revenir sur comment soutenir les surrénales, on a aussi tous les super aliments, produits de la ruche, plasma, algues, gingembre, curcuma, toutes les épices, le matcha qui est riche en antioxydants. On a énormément de super aliments qui peuvent nous aider et ça va être en fonction de votre problématique, de vos appétences, de vos finances. Quoi qu'il arrive, ça va vraiment toujours être de manière temporaire, la prise de plantes notamment, qu'elles soient sous forme adaptogène, des plantes sous forme de bourgeons, c'est toujours ponctuel. Elles sont là et heureusement qu'elles sont là, mais il faut mettre en place des changements plus durables dans sa vie pour vraiment enrayer la machine durablement. Remettre de l'ancrage dans sa vie, on en a déjà parlé, c'est valable avant de tomber dans l'engrenage du burn-out, c'est valable aussi pendant. Donc là, c'est aussi avec le mouvement, comme je le disais plus tôt, on a tendance à oublier le sport quand on est surmené au travail. Remettre un peu de sport ou juste de mouvement dans sa vie, que ce soit des étirements, même des étirements le matin, un peu de marche, aller au travail en marchant, des mouvements doux, comme le tai chi et le qigong, le yoga ou le pilate, en fonction de votre énergie aussi. Remettre un petit peu, même si c'est un petit peu, même si toujours 5-10 minutes, en fonction de votre énergie et votre possibilité, vos appétences. C'est important, le mouvement fait partie des piliers de la naturopathie. L'exercice physique, mais vraiment le mouvement. Et si vous pouvez, bien sûr, en contact avec la nature, c'est toujours mieux. Donc, ce mouvement en contact avec la nature ou être en contact avec la nature d'une manière ou d'une autre, et selon, pareil, vos besoins. Si vous avez déjà des symptômes de frilosité, parce que on a vu que ça peut être un symptôme en cas d'épuisement professionnel, le sauna peut être intéressant pour ramener de la chaleur dans le corps, par exemple. Hop. Aussi de massages, des automassages qui peuvent aider, moi qui suis aussi masseuse, aider les personnes à se reconnecter au corps, que ce soit avant ou après un burn-out. Se faire masser, c'est vraiment un cadeau qu'il faut vous faire si vous avez eu ou que vous pensez que vous n'êtes pas loin du burn-out. On l'a vu, hein, la clé principale, c'est se reconnecter au corps avec des huiles essentielles potentiellement relaxantes ou avec de l'huile sèche de magnésium, ce qui est vraiment que je conseille régulièrement, qui est une huile liquide qui vous permet du coup d'assimiler rapidement du magnésium, notamment si vous souffrez de certains tremblements ou de jambes lourdes. C'est potentiellement que vous avez un certain déficit en magnésium. Des automassages en huile sèche peuvent être intéressants. Laetitia, en effet, le brossage à sec peut aussi ramener de la circulation dans le corps. Mais l'automassage amène une meilleure reconnexion, moi je trouve, au corps. Mais le brossage à sec, est intéressant aussi. Moi, c'est un signal qu'il faut que je boive. Alors, des questions. Je pense que je réponds au fur et à mesure finalement. Donc, Heidi, en cas d'hypotension, que faire? Comme je le disais, je ne peux pas répondre aux questions vraiment très ciblées. N'hésitez pas à vous renseigner. Ou si vous avez de l'hypotension, que vous pensez que c'est un symptôme de burn-out, n'hésitez pas à consulter. Vraiment, ne restez pas seul si vous en avez la possibilité. Et pour finir, on n'a pas pu échapper au burn-out. Comment faire pour rebondir? On a vu que ça prenait du temps, mais la naturopathie peut vraiment aider pour vous aider à rebondir. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de le redire. Si vous êtes arrivé jusqu'au burn-out, c'est une pathologie reconnue désormais
qui est importante, qui a des conséquences, on l'a vu, diverses et variées sur votre santé physique et mentale, il faut que vous soyez accompagné d'un médecin tout au long de votre établissement. C'est important si vous voulez vous en sortir durablement. Et la naturopathie interviendra et a toute sa place en complément de ce suivi médical. Il y a énormément de choses à faire, dont on a déjà parlé et dont je vais parler juste après. Et il y a plein d'autres thérapies de médecine douce qui peuvent vous aider. La psychothérapie, l'hypnose, mais aussi l'EFT, la sophrologie. Plein d'autres possibilités, selon pareil, ce qui vous attire. Voilà, et toujours vos possibilités. Nathalie, je disais, pathologie reconnue depuis, j'ai pas exactement la date, mais 2018-2019. Il y a vraiment pas longtemps. Pamela, attention, l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est neurotoxique si on l'utilise trop. Donc moi, je ne la conseille pas beaucoup parce qu'elle peut engendrer quand même certains dérèglements au niveau du cerveau pour le coup. Alors, vous n'êtes pas surpris si vraiment on est allé jusqu'au burn-out, et je pense que les personnes qui ont été sujettes au burn-out ne pourront que confirmer, la première chose à faire, c'est se reposer, s'écouter, écouter sa fatigue. On ne l'a pas fait pendant tellement longtemps que maintenant on le mérite et notre corps le mérite. Et ça va être, c'est vraiment la clé pour retrouver de l'énergie. Et il faut que si vous vous faites accompagner par un thérapeute, que ce soit un médecin ou un naturopathe ou un autre thérapeute, il faut que cette personne respecte votre niveau d'énergie. C'est un point qui est primordial en naturopathie et c'est encore plus primordial, si je peux me permettre, en cas de burn-out. Donc le sommeil, toujours, encore, y aller à votre rythme. Après des années à ne pas vous écouter, maintenant vous allez à votre rythme et vous avez le droit, vraiment. Avoir une alimentation saine, réchauffante, vraiment, qui va ramener de la chaleur dans le corps. Déjà parce qu'on a parlé de l'alimentation qui vous prend de l'énergie. C'est pas le moment, quand vous avez eu un burn-out, de faire un jeûne. Mais par contre, on peut faciliter la digestion en évitant tout ce qui est crudité dans un premier temps. Des aliments plus faciles à digérer, notamment des fruits et légumes cuits. Et puis, tous les super aliments dont j'ai déjà parlé qui peuvent aider à combler les éventuelles carences entraînées par le burn-out. Aussi, la bouillotte peut être vraiment une très bonne manière de ramener de la chaleur dans le corps et de vous amener aussi à un moment de repos. Quelle sorte de repos j'ai vu? Le sommeil, la sieste. Si c'est juste apprendre aussi à ne rien faire parce qu'on a oublié de ne rien faire quand on est allé jusqu'au burn-out, ou peut-être se poser la question pourquoi j'ai fui. Peut-être que voilà, ce sentiment de vide, de ne rien faire m'angoisse. Ça concerne beaucoup de gens. Si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour travailler? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sentiment aussi d'angoisse quand j'ai rien dans mon agenda, par exemple? C'est un signal, finalement, il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas grave, il faut juste s'en occuper. C'est un signal que le corps vous donne. C'est toujours et encore de la nature pour retrouver l'énergie. C'est des conseils qui vont se recouper avec ce que je disais juste avant. L'alimentation, et surtout l'alimentation anti-inflammatoire. J'en ai parlé juste avant. Le stress est pro-inflammatoire parce qu'il va être oxydatif, déséquilibrer un peu l'équilibre acido-basique du corps, donc favoriser une inflammation. Il va aller puiser dans les réserves minérales qu'on utilise aussi généralement pour contrer l'inflammation. Donc adopter une alimentation anti-inflammatoire peut être intéressant pour contrer les effets du burn-out et retrouver progressivement son énergie. À base de fruits et légumes cuits dans un premier temps, idéalement à la vapeur pour garder quand même les minéraux, à la vapeur ou à la cuisson douce. Des aliments anti-inflammatoires, on a parlé du curcuma, du gingembre, mais toutes les herbes aromatiques sont intéressantes en plus d'apporter du goût. Elles sont intéressantes nutritivement parlant. Comme on ne consomme plus de crus, les jus de légumes peuvent être intéressants. Des céréales complètes pour les vitamines du groupe B. Des graines germées, encore une fois, parce que comme on va manger moins de crus, ça va vous apporter des minéraux et des enzymes supplémentaires. Et des bons gras. Vraiment, toutes les cellules du corps sont constituées de lipides et d'oméga 3. Donc, on consomme des oméga 3. Le corps ne peut pas en sécréter. Et par contre, on consomme beaucoup en cas de stress, notamment en cas de stress prolongé. Donc, les oméga 3, c'est les bonnes huiles, des huiles de chanvre, de lin, de cameline, qui ne se chauffent pas, attention, et qui se
conserve au frigo pour vraiment en préserver bien tous les bienfaits. Les oléagineux aussi, les graines de chia, beaucoup de graines, les graines de chanvre sont riches en bons gras, et c'est pas forcément que les sardines finalement, les oméga 3. Il y a vraiment beaucoup de sources d'oméga 3, tout ce qui est aussi oléagineux. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est aussi avoir une alimentation variée, notamment en termes de protéines. On va éviter pour le coup la viande rouge et la charcuterie qui sont plutôt pro-inflammatoires, mais toutes les protéines sont intéressantes. Et je disais du coup les vitamines du groupe B, qui sont aussi précurseurs de beaucoup de neurotransmetteurs et d'hormones. J'ai vu une question d'Andrea, avant de passer à la suite, qui me disait: «Comment sait-on quand on n'est pas sorti de burn-out?» Difficile de savoir. Est-ce que vous avez retrouvé votre énergie? Est-ce que vous vous sentez, vous retrouvez vous-même? C'est un bon signal. Et après, il y aura toujours, bien sûr, avec votre médecin, des analyses biologiques complètes pour faire le point, notamment sur le cortisol, etc. Mais déjà, avant tout, vous écoutez. Comment retrouver progressivement de l'énergie? Aussi avec des bains ou des bains de pieds relaxants. Donc là, toujours, on va rester sur du chaud. On ne part pas sur des douches ou des bains froids, mais sur du chaud, on ramène de la chaleur dans le corps, avec aussi du sel d'Epsom qui est riche en magnésium, que vous pouvez mettre dans votre bain, ou des huiles essentielles relaxantes. Pareil, on va vous apporter, faites-vous plaisir au quotidien, vous le méritez encore une fois. Donc si vous aimez danser, chanter, la musique en fonction de votre énergie, faites-le. Faites-vous masser, participez à des retraites en fonction de vos possibilités. C'est le moment, vous le méritez, de prendre soin de vous et de vous écouter. C'était toujours plus des plantes. Les produits de la ruche sont particulièrement intéressants, vraiment parce que riches en plein de micronutriments et macronutriments même, parce que riches aussi en protéines notamment. Donc allez-y sur les produits de la ruche, c'est très intéressant, très reminéralisant, revitalisant. Le plasma marin aussi, qui est un élément qui va contrer l'acidité, rééquilibrer l'équilibre acido-basique du corps, et qui est aussi reminéralisant. Et puis vous complémentez, mais si nécessaire, et surtout si vous sentez que vous avez besoin de vous complémenter et que vous êtes perdu, faites-vous accompagner là aussi par votre médecin et par un thérapeute comme un naturopathe. Oui, Laurent, Haute-Quinton, c'est le plasma marin, en effet. Laurent nous parle de l'Haute-Quinton comme étant intéressant, c'est l'autre nom du plasma marin. D'autres plantes qui pourraient vous être intéressantes en cas de burn-out, on a le romarin, qui est tonique, qui va aussi être un soutien des surrénales, qui va être aussi un soutien digestif, parce que les intestins peuvent être en vrac quand on a été victime de burn-out. Le cassis en bourgeon, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées au préalable. Ça peut être aussi le bourgeon de figuier, qui est bien aussi en cas d'anxiété. Et la réglisse, pour les mêmes raisons, et aussi pour son côté tonifiant, anti-inflammatoire, ami du système digestif. Toutes les plantes adaptogènes que j'ai déjà citées, notamment. J'avais pas encore cité la schisandra ou la griffonia, qui sont intéressantes aussi. Chaque plante adaptogène mériterait qu'on fasse un live sur elle. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous. Il y a beaucoup de livres, de contenus qui existent, ou simplement faites-vous accompagner aussi par un thérapeute spécialisé en phytologie qui saura vous guider vers les bonnes plantes pour vous, et aussi éventuellement vous guider en fonction d'éventuelles contre-indications, parce qu'il y en a peu pour les plantes adaptogènes et c'est leur avantage, mais n'empêche que c'est intéressant. Vous voyez, l'ashwagandha par exemple n'est pas conseillée en cas d'hyperthyroïdie. Donc intéressant toujours de se faire accompagner. Le burn-out, c'est aussi c'est le burn-out des émotions. C'est vraiment des émotions qu'on n'avait aussi pas écoutées pendant des années, voire des mois, et qui remontent d'un seul coup avec la fatigue, avec l'anxiété. Les émotions remontent. Et vraiment, au niveau émotionnel, d'une manière générale, il y a un avant et un après le burn-out, mais au niveau émotionnel, c'est particulièrement le cas. On est à fleur de peau. Et les émotions sont là, donc il faut apprendre à les accueillir, à les traverser, pour pas qu'elles reviennent aussi. Ça, c'est important. Et pour ça, on a aussi pas mal d'outils en naturopathie. Je vais pas dans le bon sens. Et notamment les fleurs de bac que j'utilise énormément, qui vont plutôt utiliser l'énergie de la fleur pour vous aider à traverser une émotion. Et vraiment, on a un champ d'émotions et de fleurs du coup extrêmement vaste en fonction des émotions. Et c'est à vous de vous poser la question:
de choisir la plante, soit la fleur qui vous parle en particulier, ou la plante dont l'émotion auquel elle est associée vous parle. Mais c'est très très personnel. Et parfois, souvent même quand on est en burn-out, c'est pas forcément simple de faire le point soi-même sur ses émotions. Ça peut du coup être intéressant de se faire accompagner par un naturopathe ou un thérapeute spécialisé en fleurs de bac pour vous aider à cibler vraiment l'émotion qu'il faut et choisir la fleur de bac qu'il faut pour vous aider à réguler vos émotions. Là, je vous parle du noyer pour les périodes de changement, l'olivier pour tout ce qui est vraiment énergie, elle est très bien du coup l'olivier pour le burn-out, la chêne pour aider à lâcher prise, parce qu'on n'a pas beaucoup lâché prise si on est arrivé jusqu'au burn-out. L'ajonc, vraiment, c'est la fleur du découragement, donc pour faire face aux difficultés. On a aussi la moutarde qui va aider en cas de tristesse, le prunier pour ramener du calme intérieur, la verveine toujours pour le lâcher prise quand on a tendance à être vraiment très idéaliste, le melaise pour la confiance en soi, ou l'églantier pour la joie de vivre. Enfin, il y en a vraiment énormément. Et là, pour le coup, c'est comme pour tout, mais particulièrement pour les émotions, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, je vous donne des exemples, mais allez vers ce qui vous parle et surtout, là, renseignez-vous, regardez en détail ce que chaque fleur veut dire, ce que chaque fleur apporte au niveau émotionnel. Andrea prend des fleurs de bac pour s'endormir. En effet, du coup, si vous avez des difficultés d'endormissement parce que des émotions dans tous les sens, les fleurs de bac vraiment peuvent aider. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le rescue, qui est un mélange de fleurs de bac qui va aider plutôt en cas de gros stress, en cas de choc émotionnel. Et si vous avez du mal à choisir. Vous avez toujours mes petites huiles essentielles que j'adore en olfaction. Celles que je vous ai précédemment citées sont intéressantes, mais là je vous en cite d'autres. Le laurier noble, qui est vraiment l'huile essentielle qui va aider à retrouver confiance en soi en olfaction. C'est vraiment l'huile essentielle parfaite pour ça. J'ai déjà parlé de la bergamote et de la marjolaine à coquille pour l'anxiété, mais le petit grain bigarade est très bien et finalement toutes les huiles essentielles riches en agrumes, les huiles essentielles d'agrumes comme la mandarine, l'orange, le néroli, la bergamote, le petit brin bigarade dont on avait déjà parlé. Le basilic qui va aider à prendre du recul, le basilic tropical, et apaiser les émotions. Et le géranium rosa, il est plus léger, pareil, il va aider à retrouver goût à la vie. Tout ça, c'est évidemment pas miraculeux et c'est aussi important si vous avez l'impression qu'au niveau émotionnel, et c'est souvent le cas en cas de burn-out, vous avez besoin d'y aller plus loin et vous faire suivre, notamment en psychothérapie, ça va vous aider, vous soutenir dans ce suivi-là. Mais ça peut ne pas être suffisant, bien évidemment. On est arrivé à la conclusion. Alors, peut-être que vous avez des questions d'ici là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. J'en vois pas sur le chat. D'essayer de remonter, même s'il est déjà 21h23. Donc, alors les questions spécifiques, je suis plus sur l'écran. Les questions spécifiques sur les plantes, tu vois Andrea sur la griffonia, je peux pas donner ici de posologie ou autre. Ça nécessite vraiment de se faire accompagner, d'être en tête-à-tête avec un thérapeute. C'est vraiment toujours plus intéressant parce qu'il y a des interactions, chaque cas est particulier, hein, vous êtes tous différents. Pas toujours évident pour les proches, hein, oui je suis d'accord Gazo. En effet, Hikmet, avoir un environnement de bien-être, c'est toujours intéressant et ça va faire une bonne transition finalement avec ma conclusion, que j'ai pas forcément mis ici, mais souvent le burn-out, je l'ai déjà dit, il y a un avant et un après. Et finalement, ça peut être aussi l'occasion de mettre en place beaucoup de changements dans sa vie et d'apprendre à s'écouter, à se respecter et à être plus heureux au final. Je suis sûre que parmi tous les candidats, les étudiants naturopathes que je vois dans le chat, finalement, il y en a qui sont passés par là et qui se sont dit non, mais le métier que je fais là actuellement, il n'est pas bon pour moi. Je veux faire un autre, s'il vous plaît, un autre qui me fasse plus vibrer. Et ils ont choisi la naturopathie, un peu comme moi finalement. Donc, c'est un cadeau empoisonné, on l'a déjà dit, mais ça peut être, si vous vraiment prenez ce temps et cette opportunité du burn-out pour vous écouter et mettre en place des changements réels dans votre vie, ça peut être vraiment transformateur. Et je disais ça aussi parce que du coup, c'est aussi se rendre compte, prendre ce recul. Si vous avez des personnes dans votre entourage, au travail ou dans votre entourage,
bien sûr dans la mesure du possible, qui sont toxiques pour vous. C'est aussi le moment de vous en rendre compte, de prendre du recul vis-à-vis de ces personnes, des amitiés qui sont toxiques ou même des amours qui vous puisent dans votre énergie. vous avez le droit de vous éloigner de ces personnes si elles nuisent à votre santé à terme. Je sais que c'est difficile à entendre, mais voilà, c'est important aussi d'avoir un environnement bénéfique pour pouvoir être en santé de manière durable. Est-ce que alors je réponds rapidement à 2-3 questions. Je vois, est-ce que sorti du burn-out, il faut poursuivre la prise de phyto, de fleurs de bac? Là aussi, ça va dépendre de chacun. Et fleurs de bac, on peut les prendre vraiment sur le long cours. Tant que vous ressentez l'émotion et que vous sentez que vous avez besoin de la travailler, vous pouvez continuer à la prendre. J'ai pas parlé de temps de posologie et tout ça pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais finalement, la fleur de bac, tant que l'émotion, vous sentez qu'elle n'est pas complètement traversée, vous pouvez continuer à la prendre. Les autres plantes, eh ben, ça va dépendre de chaque plante, ça va dépendre de chaque personne. Bon, je vois pas d'autres questions ou remarques. Merci, parce que vos remarques sont très intéressantes. Les relations sont une grande source de déséquilibre. Malheureusement, c'est Delphine, je crois, qui fait ça. Mais c'est possible de s'en détacher. C'est pas simple, mais c'est possible. Alors, la conclusion, vous n'êtes pas seul, et je pense que vous l'avez vu dans ce live ce soir, vous n'êtes pas seul à être victime du burn-out, et surtout, c'est pas une fatalité. Ça, on peut vraiment, si vraiment vous êtes au fond du trou, si vraiment vous êtes, vous êtes vraiment au creux de la vague, et que vous êtes traversé par une ou plusieurs de toutes ces émotions dont on a parlé, c'est normal que vous ayez perdu espoir, mais vous n'êtes pas seul et ce n'est pas une fatalité. Et surtout, il y a des possibilités, notamment au niveau de la naturopathie et des méthodes naturelles pour vous remettre et pour après avoir un équilibre de vie qui soit plus durable et plus respectueux de qui vous êtes, de ce qui vous rend heureux, et de votre santé, hein, tout simplement. Finalement, on n'en a qu'une, faut pas l'oublier. Et le burn-out est souvent un déclic pour ça, comme pour plein d'autres choses, comme je le disais. Et n'oubliez pas, malgré tout, voilà, c'est pas rien, c'est pas à négliger le burn-out, mais ne pas oublier. Le corps humain, il a tenu, hein, pendant toute la phase de résistance, il a tenu, c'est quand même une formidable machine qui est capable de se régénérer. Il faut juste apprendre à s'écouter, apprendre à reconnaître les signaux pour pas retourner aussi dans la spirale. Il faut apprendre à le respecter et il vous le rendra bien, vraiment, si vous apprenez à respecter votre corps et votre physiologie. Alors, j'ai répondu toujours à pas mal de questions. Merci pour les merci. C'est toujours un peu frustrant, les lives, parce que j'ai envie de parler de plein de choses et d'approfondir plein de choses, mais le but, c'est vraiment de vous donner des clés et après vous permettre d'aller explorer ou d'aller explorer seul ou avec un thérapeute, si vous en avez le besoin. Mais l'idée vraiment, c'est de faire le point sur ce sujet dont on parle de plus en plus, mais finalement, on ne parle pas toujours des solutions. Et c'est important aussi. Merci à vous, merci tout le monde. Donc, je n'oublie pas, avant qu'on se quitte, si vous voulez télécharger le support du live, n'hésitez pas. La fiche de synthèse que je vous ai aussi préparée avec amour. Vous pouvez faire un retour à l'école de santé naturelle, rejoindre le groupe de Facebook de l'école de santé naturelle. Si vous avez des questions sur la formation, ils sont également disponibles pour y répondre. Oui, malheureusement, Marilène, je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Mais je sais aussi qu'on peut vraiment s'en sortir et être heureux, c'est mon cas actuellement. Voilà, bon bah, merci pour tous vos gentils mots. Et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Prenez soin de vous, surtout. C'est vraiment ce qui est le plus important. À bientôt!